Hello, bonjour à tous. On est live aujourd'hui encore pour une antenne libre. Le chat va bientôt démarrer parce que vous êtes très ponctuel en général. Je vais m'occuper de faire la promo pour chauffer le chat, en tout cas. Je suis content de faire cette antenne libre aujourd'hui. Il y a plein de sujets. On a un invité super fascinant. J'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube et j'ai passé des heures à regarder des vidéos dessus. Je pense que vous allez adorer aussi. Donc bienvenue, installez-vous. Merci aux gens qui regardent le replay. Vous êtes des personnes vraiment fantastiques. Et bonjour Hervé qui est déjà là. Aide-moi à faire la promo. Je lance la vidéo tout de suite. À tout de suite. Merci de m'avoir aidé à faire la promo. Merci Hervé qui a RT. Hervé qui a RT toujours. Merci. Bref, la première partie, c'est vous qui nous parlez de vous. Parlez-moi de vos projets. Expliquez-moi dans le chat sur quoi vous avez travaillé, quelles sont les dernières actualités, ce que vous avez pu lire récemment. Tout ça m'intéresse et n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch. Salut Smain. Est-ce que tu as la forme, Smain? Est-ce que tu as la patate? Tac. Hop. Tac. Bonjour Nicolas. Quoi, StreamYard est en avance sur Stream Elements? Ça ne va pas du tout. Ça n'a pas de sens. Comme jamais. Je suis content. J'ai découvert que la caméra, la Logic G, elle faisait pas la mise au point correctement parce qu'elle était à l'envers. Je l'ai mis à l'endroit, regardez, je suis net. Ça change tout, ça change tout. Moi, je me trouve très net, là. Avec, sans mise au point. Tiens, avec la mise au point. Tac, si je me recule. Ouais, hein, si. Comme jamais.
On cherche un alternant dev front. Yeah. Alors je vais regarder ton annonce. Attends, comment je fais pour avoir ton annonce? Je vais ici, tac, hop. Alors, c'est pas une annonce, c'est un post LinkedIn, Jean-Joseph. Et l'annonce, elle mentionne que c'est pour travailler avec Hervé. Je trouve que c'est mensonger. C'est pour travailler avec tout plein de gens en plus d'Hervé. Non, j'en sais rien, je déconne. Ça pixelise un chouïa quand même. Yes, alors ça... Pourquoi c'est pixelisé? Je suis net ici. Non, mais alors figurez-vous que c'est la connexion du village qui fait ça. Je suis désolé, mais je vois effectivement des belles grosses dents de scie dans le flux que reçoit notre ami Twitch, effectivement. Ça va se stabiliser, j'imagine. Et dans tous les cas, j'ai la bonne nouvelle, je vous le dis, je suis très content. On va avoir un nouveau studio bientôt. Bientôt, je sais pas. J'aurai un enfant avant d'en avoir un studio, je pense. Et la connexion qui varie, c'est fini. Alors bonjour Red, bienvenue. La majorité des gens sont sur Twitch. Le chat qui s'affiche à ma droite, là. Ah oui, c'est là la droite. Enfin, c'est la gauche en fait du coup. C'est le chat de Twitch. Et donc faut pas hésiter à nous rejoindre sur Twitch. Tu peux créer un pseudo rapidement comme ça. Tu t'enlèves le costume, tu deviens une personne qui peut dire tout ce qu'elle veut. Salut Jessica. Ouais, c'est pour tester les bonus en vrai. Non mais les bonus sont cool, Hervé. Vous avez déjà un télétravail à 50% et le vendredi est libre. On vous en vend. On vous attend. Je vois, Hervé, que tu utilises l'emoji loutre dans ton message d'annonce. J'aime beaucoup l'emoji loutre. Mais votre icône semble être, bien sûr, un ours polaire. Est-ce que les ours polaires et les loutres sont potes? Je pense que les ours polaires et les loutres se prédatent l'un l'autre. D'après vous, qui mange l'autre? Je ne sais pas. Hop, je vais partager la fenêtre de droite. Tac. Avec moi. Je me mets par-dessus parce que je trouve que je suis plus intéressant aujourd'hui. Parce que je peux pas me mettre complètement par-dessus. Voilà, si vous voulez voir l'annonce d'Hervé, elle est ici. J'espère que vous la voyez de manière assez lisible. Hop. Ce contenu est bloqué. Tiens, c'est marrant, c'est trop drôle. J'ai pas le droit de voir l'image. T'as mis quoi, Hervé, encore? Vous savez que le podcast de Hervé sur le podcast de Will of Death, c'est le seul podcast qui est marqué contenu explicite. Les enfants ne peuvent pas l'écouter. Eh bien, Raed, bienvenue. Tu recherches une alternance en informatique, c'est bien. J'espère que tu as candidaté sur les annonces sur Will of Death. Il y a beaucoup. Alors, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces qui sont ouvertes aux alternants, mais tu peux faire des candidatures spontanées directement sur les pages des entreprises et elles seront considérées. C'est-à-dire que si les entreprises en voulaient pas, elles les ont bloquées. Bonjour Martin, j'espère que tu vas bien. Salut Nacera, dis-nous Nacera ce que tu fais dans la vie, ce qui te passionne en ce moment, etc. Et Jessica nous dit qu'elle est contente de voir Johan Bernabeu. Il est trop cool, Johan. Il a dit qu'il passait avant midi, je pense. Parce que le mercredi après-midi, c'est le jour des enfants. Donc, il passe avant midi. Et le sujet que je veux aborder avec lui aujourd'hui, c'est le syndicat salarié. Donc, Johan, il a une partie de son temps où il fait la représentation syndicale. Et c'est un sujet qui est important pour moi en termes d'inclusion et de diversité. On parle souvent de mettre des safe space. Yeah, Johan est là. Des safe space, etc. Mais quels sont les garde-fous? Alors, Yosh, oui, car la loutre, ça poutre. Hey, thank you the following the legend. T'es pas connecté, et oui, c'est sur Spotify. Le E, oui, il y a un E sur Spotify. Absolument, allez voir le podcast de Monsieur Ri, il est trop bien. Je vais vous montrer un petit peu ça. Est-ce que si on va sur Spotify, We Love Devs, alors, open Spotify. Acceptons les cookies. De toute façon, il ne laisse pas les refuser, le bâtard. Et on voit le podcast de Hervé qui est là. Il y a un E pour explicite. Ne le faites pas écouter les enfants parce que c'est un podcast qui mentionne bien sûr tout ce qui est vibromasseur. C'est vrai. On est sur Twitch, on fait ce qu'on veut. Et le podcast avec Cynthia est incroyable. Il est vraiment bien. Ah oui, bah ouais, si tu viens LinkedIn, t'arrives sur Twitch, tu te sens bien. C'est au calme, c'est à l'aise. Johan, est-ce que tu montes sur la scène? Ouais. Salut tout le monde, salut.
vais le mettre comme ça parce que je suis vachement près. Je trouve que je suis près de l'écran aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que tu as la forme? Bah écoute, bien. Tu vois, c'est la course. Là, je rentre de l'école en courant avec un de mes enfants. Donc, c'est parfait. Je suis là. Nickel. Ok, tu prends 10 minutes avec nous du coup et après tu retournes voir les enfants. C'est cool? C'est ça, c'est parfait. Raconte-moi, du coup, on a parlé je sais plus comment on en est venu du sujet, on parlait, oui, quelqu'un qui demandait si c'était intéressant d'avoir une conférence qui parle du rôle des syndicats dans les entreprises, des syndicats salariés, et tu as mentionné le fait que toi-même, tu sois représentant ou tu sois affilié à un syndicat. Explique-nous tout, je veux pas faire les réponses à ta place. Pas de problème. Moi, je suis délégué syndical Mhm. depuis. Là, j'arrive à la fin de mon mandat, donc ça fait 3 ans. Et puis, j'ai été élu et représentant du personnel avant. Et je voyais effectivement sur Twitter, quelqu'un se posait la question et disait que dans la tech, c'était un sujet qui n'était pas forcément toujours abordé ou qui était mal vu. Ouais, Alors ouais. moi, je bosse pas dans une boîte de la tech, mais je bosse dans une DSI. Donc voilà, c'est pour ça que c'était intéressant ce retour d'expérience. Et si tu veux, quand on me parle des délégués syndicaux ou des syndicats, souvent on a une image un petit peu comme ça. C'est des mecs qui veulent tout bloquer, qui font la grève, etc. Et qui finalement font pas toujours. En tout cas, une partie de la population a cette image-là. Et en Ouais. fait, moi, c'est pas du tout l'expérience que j'ai en tant que délégué syndical, puisque si tu veux, moi, j'ai pu faire avancer des sujets hyper intéressants, notamment avant la pandémie, on avait déjà signé un accord hyper avantageux sur le télétravail. C'est parce que j'ai pu, tu vois, en tant que délégué syndical, apporter ces questions-là. Et en fait, tu vois, typiquement, nous, pour la pandémie, tout était prêt pour le télétravail. L'accord, il était déjà là. On n'a rien eu de particulier à faire. Tu peux aussi agir sur des sujets hyper intéressants, genre négocier des indemnités kilométriques vélo pour les salariés qui viennent en vélo, des prises en charge de transport en Ouais. commun. Donc, tu as des vrais trucs super intéressants et tu n'as pas juste je vais faire le piquet de Mhm. grève, etc., etc. Ça peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est la discussion avec la direction et essayer de trouver finalement les meilleures alternatives pour les salariés, en dehors presque, tu vois, de toute étiquette syndicale. D'ailleurs, ça n'a même pas l'intérêt que je vous donne forcément mon étiquette, parce que suivant l'échelle de ta boîte, finalement, ce qui va être important, c'est d'aller voir les collègues, de discuter quelles sont leurs problématiques, quelles sont aussi leurs envies, etc., etc. Et honnêtement, c'est hyper enrichissant. Moi, j'invite vraiment tout le monde à au moins s'intéresser un peu à cette question-là. En plus, il y a un peu une crise des vocations, on va dire, dans la représentation des salariés. C'est très, très compliqué. La loi a évolué, elle a quand même minoré les possibilités d'action, mais aussi j'ai l'impression que les salariés s'éloignent un petit peu de ça, peut-être parce qu'ils ont une image dégradée, hein, je ne sais pas, de ce qu'est les syndicats, quoi. Complètement. Du coup, c'est quoi un délégué du personnel? Ça, c'est quand tu dis représentant du personnel, c'est un délégué du personnel? En fait, représentant du personnel, c'est que tu as été élu lors d'une élection et tu as donc un mandat pour représenter. Alors, ça n'existe plus vraiment maintenant, d'ailleurs, représentant du personnel dans les nouvelles formes, parce qu'avant, on avait les comités d'entreprise, maintenant, c'est devenu les comités sociaux et économiques, je ne sais plus dans quel ordre. Mhm. CSE. Ouais, c'est ça, CSE, et je suis plus sûr qu'il y a exactement un représentant du personnel comme nom. En tout cas, il y a élu. Après, quand tu es représentant d'un syndicat, moi c'est mon cas, tu deviens ce qu'on appelle délégué syndical. Donc c'est encore une autre casquette et c'est typiquement toi qui est amené à discuter directement avec la direction pour signer des accords d'entreprise. Donc là, c'est vachement plus engageant que, entre guillemets, simple élu, où tu sièges Mhm. parmi les élus du CSE, mais quand tu es délégué syndical, bien finalement, c'est toi qui apposes ta signature en bas de certains accords qui peut-être vont vivre 10 ou 15 ans. Donc, il y a une forme de responsabilité. Mais, mais en même temps, c'est super gratifiant quand ça se passe bien avec une direction, parce que des fois, ça peut être un peu frontal, mais quand tu arrives à avoir un dialogue constructif et que de part et d'autre, ça joue le jeu, c'est-à-dire c'est dans la confrontation, mais malgré tout, tu arrives à trouver des issues qui sont favorables pour les salariés et qui en même temps sont acceptables par l'employeur. Bon, ben voilà, c'est tout l'intérêt du jeu. Et voilà, moi, ça fait quelques années que je suis dans cette boîte-là qui n'est pas dans la tech, mais précédemment, j'ai bossé à l'époque, on disait des SS2I, je crois que maintenant on dit plus Ouais. comme ça, mais Les ESN. ouais, voilà, des ESN. Euh, et je m'étais dit à l'époque, alors que j'étais pas spécialement intéressé par ça, que c'était hyper pauvre en termes de représentants des salariés, que Ouais. c'était hyper atténué. Et je me rappelle à l'époque, il y avait des mouvements sociaux, alors je sais plus ce que c'était.
Et j'étais, en tout cas, de mon point de vue, j'étais assez effaré de voir l'ensemble des collègues être complètement presque déconnectés de ces réalités-là. Alors, est-ce que Parce que ça tu es en vient... région en plus, non? Ouais, moi je suis sur la région grenobloise. Parce que 2012-2013, moi, il y avait des mouvements sociaux parce qu'il y avait la fusion juridique d'Altran. Ouais, il y avait des trucs comme ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Et ouais. Moi j'ai bossé pour des grosses boîtes, genre du Capgemini, des trucs comme ça. Mhm. Enfin, j'ai toujours été halluciné de voir alors après, aussi, c'est sur de boîtes qui peuvent un peu écraser des fois hein, le dialogue social, c'est compliqué. Hein. Là où je suis, c'est beaucoup plus confortable. Tu vois, on est une entreprise de 600 salariés, donc la discussion est plus directe avec Ouais. les employeurs. Dans les plus grosses structures, c'est clair, je me mets à la place des délégués syndicaux, ça doit être un peu plus touchy, plus pour le coup plus politique, puisque forcément tu agis à une plus grande échelle. Mais pour des structures peut-être plus modestes, il y a vraiment moyen de faire bouger les lignes en fait, et c'est ça qui est intéressant. Alors le délégué du personnel, il y a effectivement dans beaucoup de boîtes de la tech, surtout les petites boîtes, une carence de candidats et ça permet à l'entreprise de pas en avoir et de pas constituer de CSE. Et ça c'est un souci. Il faut pas hésiter à candidater tout simplement. Hein. Normalement, il doit y avoir un tableau d'affichage dans votre entreprise ou simplement vous mettez un message sur Slack en disant que vous êtes candidat et ça vous permet de participer à la conversation en tant que représentant du personnel, quoi. Ouais, non, vraiment, c'est hyper important. En fait, il faut pas le voir juste comme je sais pas, comme porter un message politique. C'est pas du tout ça en fait. Enfin, moi je sais on s'est souvent posé des questions avec la direction sur les conditions de travail. Qu'est-ce qui serait, enfin, des questions toutes bêtes sur les aménagements des bureaux, je sais pas, de l'espace restauration, enfin des trucs qui peuvent paraître comme ça un peu anodins, mais qui finalement, quand on peut interroger les salariés et prendre en compte réellement leurs problématiques. Enfin, je donne un exemple tout simple du rôle que ça peut avoir. Ça peut paraître dérisoire, mais on a déménagé de siège social. Si on n'avait pas été interrogé, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui qui est vachement génial, c'est qu'on a des grands vestiaires pour les hommes et pour les femmes, avec deux douches, des casiers pour mettre ses affaires, ce qui fait que les gens qui viennent en vélo, parce que nous, je suis à Grenoble, c'est une ville où il y a pas mal de sportifs, donc les gens viennent en courant, en Ouais. vélo, etc. Ben, on a un vestiaire immense avec une quinzaine de casiers qu'on peut cadenasser pour mettre ses affaires, etc. Eh ben, ça paraît bête, mais si on n'avait pas eu cette discussion avec l'employeur, de lui-même, il n'y aurait peut-être pas forcément pensé. On a pu faire ça, on a pu négocier, entre guillemets, un local à vélo très grand. C'est des trucs qui sont bêtes, mais en fait, au quotidien, ça apporte un vrai confort pour les collègues salariés, en fait. Ouais, et puis, le fait d'adhérer à un syndicat, ça te permet d'être mieux formé, mieux informé pour le dialogue social et d'être à armes équivalentes avec les dirigeants et avoir une conversation éclairée, quoi. C'est ça qui est. Alors, ça, c'est le côté, si tu veux, où quand tu représentes les salariés, à un moment donné, tu as besoin toi aussi de monter en compétence parce que le milieu du travail, les lois qui encadrent le travail, c'est quand même hyper complexe. Ouais. Les directions, elles sont souvent accompagnées d'un cabinet d'avocats qui vont les conseiller sur telle ou telle question. Ben, soit tu représentes les salariés sans étiquette, et auquel cas ben, tu dois trouver les aides tout seul pour répondre du mieux que tu peux. Si tu es affilié à un syndicat, effectivement, tu as la possibilité de te retourner vers le syndicat pour obtenir de l'aide. Tu as accès à des juristes, tu as les retours d'expérience d'autres personnes. Donc, c'est vrai que ça apporte quand même du soutien logistique et de connaissances, on va dire. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi c'est le côté intéressant, on va dire, d'être dans un syndicat, peu importe lequel il est, en fait. Hein, finalement, c'est Du d'avoir. coup, moi, je suis dirigeant et en vrai, j'ai pas des avocats pour m'aider. Par contre, le syndicat, il m'aide. Adhérer au syndicat, ça me permet d'avoir accès à des kits pour faire des accords d'entreprise moi-même, de la documentation, des réunions d'information, etc. Et de mieux animer la conversation dans mon entreprise ensuite, tu vois. Donc, de toute façon, le côté salarié, c'est vécu de la même façon. Une entreprise qui n'a pas de dialogue social, c'est pas. Pour moi, c'est hyper sain le dialogue social. C'est-à-dire que autant pour l'employeur que pour les salariés, s'il n'y a pas de dialogue social, comment l'employeur peut prendre connaissance de certaines préoccupations? Des fois, il ne peut pas, en fait. Hein. Surtout dans une structure, tu vois, nous, on est plus de 500 salariés, donc c'est difficile pour le patron d'avoir la connaissance fine des problématiques dans certains services, etc. Nous,
on a cette possibilité, c'est plus simple pour nous de lier la discussion avec certains salariés qui pourraient avoir peur finalement de s'adresser à la direction pour tout un tas de raisons valables ou pas d'ailleurs. Et nous, on peut se faire les porte-voix, mais sans que ça soit forcément un combat. C'est simplement apporter la problématique, l'expliciter à la direction pour qu'elle puisse en prendre connaissance et ensemble trouver les solutions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand on arrive à travailler ensemble, c'est là où généralement il y a les choses les plus intéressantes qui sortent. Quand on n'est que dans la confrontation, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il y a des situations où il n'y a pas d'autre solution que d'être dans la confrontation, mais c'est vrai que quand on peut discuter et quand tous les participants jouent le jeu, ben, on arrive quand même, en tout cas de mon expérience personnelle, on arrive à faire émerger des choses qui sont globalement plus satisfaisantes pour les salariés, même dans des conditions économiques compliquées, des conditions sanitaires, on les connaît, compliquées. Ben, on peut essayer d'aller vers le mieux quand même, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me suis engagé dans cette démarche-là, quoi. Il y a aussi tout un sujet sur comment dire, la pérennité des compétences aussi, parce que quand on est à l'OPCO ou sur des instances publiques, les syndicats salariés ils participent au plan de financement, au plan de formation à long terme et à avoir une pérennité des compétences dans la filière qui dépasse l'entreprise et qui dépasse le court terme, quoi. C'est ce que j'allais dire. Par exemple, tu vois, en ce moment, on est en pleine négociation de ce qu'on appelle l'accord GPEC. Donc, c'est un accord qui encadre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Exactement. Et pouvoir être dans ces discussions-là, pouvoir aller essayer de grappiller du budget pour la formation, pouvoir essayer de se rapprocher des gens qui sont statistiquement exclus de la formation, parce qu'on sait, nous, dans notre entreprise, tu vois, c'est souvent les cadres qui se forment plus, et puis on a des gens qui ne sont pas cadres, qui sont éloignés de la formation. C'est nous, en tant que, tu vois, représentant du personnel, trouver les leviers pour aller les chercher, pour aller leur proposer des formations qui leur donnent un intérêt, soit à l'intérieur de la boîte, soit pour, pourquoi pas, plus tard être employable plus facilement en dehors. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant de travailler sur les accords de formation, des accords d'intéressement. Bon, là, c'est le côté plus financier, mais c'est aussi super intéressant. Enfin, il y a plein de sujets. Mais la formation, c'est vrai que moi, c'est un sujet que je trouve hyper important dans une entreprise. Une entreprise qui ne forme pas, c'est une entreprise qui ne va pas bien. Et de pouvoir discuter des accords, c'est génial, quoi. Il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est comment expliquer ? Tu vois, par exemple, quand il y a eu des événements chez Ubisoft, et en fait, tous les gens dont je récolte des témoignages sur des problèmes de harcèlement ou sur des problèmes de culture non inclusive, ils me parlent d'avoir des garde-fous. Donc déjà, il y a des espaces de conversation internes sécurisés où les gens toxiques ou du moins les gens peuvent se retrouver entre personnes qui ont un souci ou qui ont des difficultés pour se sentir à l'aise pour s'exprimer. Donc des safe space, des safe places dans l'entreprise. Si on a et les dirigeants peuvent pas forcément animer des safe places, tu vois, donc de fait d'avoir des syndicats salariés participent. Moi, ce qui m'étonnait particulièrement dans tous ces témoignages, c'est que à chaque fois on nous dit les RH ne participent pas à la solution parce que les RH ils veulent que tout aille bien et du coup ils ont un problème à reconnaître le problème, mais ça paraît pas normal pour les gens dont je récolte les témoignages. J'allais voir les représentants du personnel ou les syndiqués et j'ai l'impression que ça fait partie de la solution, mais j'ai jamais vu ça mis en œuvre et je voudrais savoir ce que t'en penses toi. Bah, en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on s'est posé la question il y a quelques temps parce que on a eu à se poser la question de justement des personnes qui se faisaient harceler en interne ou pas, en tout cas de comment est-ce qu'on est censé réagir si cette chose-là se produit. Et ce que nous ont dit les salariés, c'est qu'ils n'ont pas spécialement envie d'avoir allé naturellement vers la DRH ou les RH parce que dans l'imaginaire, la RH est forcément pieds et mains liés avec la direction qui va vouloir étouffer l'affaire pour éviter que ceci, cela. C'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est en tout cas, le ressenti, il est réel. Du coup, nous, on fait des propositions de dire, ben, effectivement, on peut peut-être créer un espace, pas forcément animé par les représentants du personnel eux-mêmes, parce que tu peux avoir du mal à te confier à un collègue qui a pas forcément, enfin, à qui tu n'as pas forcément envie d'exposer ta problématique et tu ne le connais pas forcément en plus. Donc, nous, tu vois, nous, on a fait des propositions de dire, ben, on peut peut-être faire venir quelqu'un dans le métier et d'animer un groupe de libération de la parole. Si, par exemple, imaginons, c'est un homme qui souhaite s'exprimer, s'il souhaite s'exprimer avec un homme,
fait comme ça. Si une femme souhaite exprimer avec une femme, il faut les mettre dans une situation où il est confortable, où on lui, enfin, tu vois, moi, je serais mal à l'aise si demain il y a une femme qui souhaite livrer un témoignage et qu'elle s'autocensure parce que je suis un homme, et je comprendrais bien, tu vois, la problématique. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les entreprises, alors je ne sais pas s'il faut un certain nombre de salariés, ont dû mettre en place une commission spéciale de gestion des agressions ou du harcèlement. En tout cas, c'est quelque chose qui est obligatoire au sein des entreprises. Nous, collectivement, les élus, on a pris la décision que ça soit une femme, tu vois, qui soit à la tête de cette commission-là, parce que malheureusement, et c'est tragique statistiquement, c'est plus souvent les femmes qui se font harceler et sexuellement, voilà. Donc, entre élus, ça nous a semblé être une évidence, finalement, que ça soit une femme qui soit responsable de cette commission-là. Et effectivement, à partir du moment où les gens ont su que c'était une femme qui était responsable de ça, il y a eu quelques témoignages qui ont pu se libérer, dont certains qui étaient plus anciens de plusieurs années. Donc, clairement, créer ces espaces-là, après, trouver la forme, c'est jamais évident. Mais clairement, ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Il y a le fait de désigner des personnes safe vers qui se tourner pour parler quand il y a un problème. Et ça annonce qu'on peut pas, on tolère pas de laisser faire les choses. Et ça ouvre des conversations, ça ouvre des portes. Mais il faut qu'il y en ait plusieurs, hein, parce que même si je fais de mon mieux pour au moins paraître safe et qu'on puisse s'ouvrir à moi, il y a des gens qui seront jamais à l'aise forcément avec moi dans certaines situations. Donc il faut qu'il y ait d'autres personnes et ce sera réciproque. Parce que s'il y a qu'un seul garant de l'inclusion, ça ne marche pas. Plus. Il faut qu'il y ait plusieurs. Non, ça marche plus. Et puis, tu sais, il y a une dernière chose qui est importante, c'est que pour que ça marche, le dialogue social et la représentation, il faut qu'il y ait de la pluralité. C'est-à-dire que dans l'idéal, alors dans les petites structures, c'est compliqué, mais dans des structures plus importantes, c'est bien qu'il y ait plusieurs tendances, en tout cas plusieurs personnes qui aient des sensibilités différentes qui participent au dialogue social. Pourquoi ? Parce que, tu vois, actuellement, moi, je suis délégué syndical d'un syndicat qui est majoritaire dans l'entreprise. C'est-à-dire que notre seul syndicat est amené à signer les accords tout seul. Si les autres, peu importe ce qu'ils font, on a le mandat pour pouvoir signer les accords. Et bien, en fait, en vrai, sur le moment, on était content parce qu'on s'est dit, les gens nous ont confié, nous ont accordé de la confiance, c'est cool. Mais par contre, ça flingue un peu la représentativité des opinions. Et au final, on se dit maintenant, avec le recul, de se dire, on était content d'être majoritaire, mais est-ce que c'est forcément une bonne idée qu'il y ait moins de représentativité des idées, de la diversité des uns et des autres? Pas forcément, en fait. C'est mieux quand il y a un peu de chaque. C'est là qu'il y a un vrai... C'est dans le dialogue, de toute façon, qu'on construit des choses intéressantes et qu'on trouve des choses nouvelles. Et quand le dialogue ne peut pas avoir lieu pour tout un tas de raisons ou qu'il est compliqué, c'est difficile de faire émerger des choses qui soient innovantes, inclusives, safe, etc., etc. Et il faut de la pluralité partout, tout le temps. Ça, c'est obligatoire. Il y a un utilisateur LinkedIn qui dit voilà, les retours des managers. Du coup, moi, ça m'est arrivé d'avoir mon manager qui veuille pas donner le go sur les congés alors que c'était important. Et c'est pas qu'il voulait pas que je prenne le congé, tu vois, mais qu'il donnait pas le go. Et c'était pénible. Et du coup, j'en ai parlé avec le délégué du personnel, qui en a parlé à l'RH, qui en a parlé avec le manager, et le problème a été réglé très vite, quoi. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'on met un représentant du personnel dans la conversation, on peut plus ignorer le problème ou le remettre à demain. Il faut qu'il soit résolu, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est une relation, genre les managers, ils sont contents d'avoir des représentants du personnel vers qui se tourner et avoir une conversation ouverte? Alors, étonnamment et paradoxalement, on a souvent des managers qui s'adressent à nous. Pour leur propre cas d'ailleurs, parce qu'après tout, ils sont certes managers, mais ils sont aussi salariés. Là, il y a une pandémie qui fait que la méthode de management, parce qu'avec le télétravail qui s'est imposé de façon très large, eh bien, le travail des managers a quand même considérablement évolué. Et nous, on en a certains qui nous ont contactés en se disant, mais du coup, c'est quoi mon métier maintenant? Comment est-ce que je vais évoluer? Moi, ça fait 30 ans que je fais comme ça. Là, tout d'un coup, ça évolue. Donc, on n'est pas forcément, c'est pas une relation frontale avec les managers, c'est plutôt on essaye de trouver des solutions. Après, c'est vrai, l'un des rôles des élus du personnel, c'est aussi de temps en temps, quand dans des situations individuelles, parce qu'il y a l'action collective, et puis il y a aussi
d'accompagner des gens de façon individuelle Ouais. sur des situations soit conflictuelles, soit des gens qui ont des soucis de santé, des soucis de ce type-là, où là, on va apporter une aide. Des fois, c'est juste écouter. Des fois, ça suffit largement. La personne a pu livrer sa problématique, mais des fois, simplement, moi, j'ai des salariés qui m'ont demandé, écoute, Yoann, j'ai un rendez-vous avec mon manager et la DRH pour un problème particulier. Je veux juste que tu y assistes en tant qu'observateur. Et cette simple présence-là, effectivement, tout de suite, ça pose les bornes du rendez-vous en disant que personne ne va pouvoir déborder au-delà de ce que la loi permet, parce qu'on sait que des fois, il peut y avoir des petites pressions, des choses comme ça. Là, la simple présence qui vient acter les choses, enfin, tu comptes rendu très factuel, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, ben, tout de suite, forcément, ça borne la chose et voilà, ça évite qu'il y ait des dérapages. Mais bon, quand on en arrive là, c'est que déjà la situation du salarié, elle n'est pas hyper confortable quand même. Quand on en est obligé de faire venir un tiers pour s'assurer que tout le monde respecte bien les règles du jeu, bon, c'est le côté peut-être le plus difficile, je trouve, en tant que représentant du personnel, parce que là, du coup, on a affaire à des situations personnelles, individuelles, intimes. Et enfin, moi, des fois, il y a des gens qui t'appellent le soir à 21h en pleurs parce qu'ils sont pas bien pour telle ou telle raison. Et là, bon, ben, là, il faut, tu vois, c'est compliqué de trouver les bons mots, de la bonne façon d'accompagner. Des fois, il faut juste accueillir le témoignage. Des fois, c'est juste ça que les personnes ont besoin. Mais c'est enrichissant et tu te sens utile à tes collègues. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis dans l'organisation, en vrai, tu es indispensable parce que si t'étais pas là, ça veut dire, enfin, quand il y a un problème, comment on fait pour le résoudre, tu vois. C'est okay. Ah ouais. Je comprends. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de super enrichissant. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous vous posez la question, ben, intéressez-vous de près à cette question-là parce que c'est pas juste avoir des banderoles et des porte-voix. Moi, ça m'est pas arrivé souvent en plusieurs années. C'est surtout de la discussion, de la construction, trouver des solutions qui puissent convenir à tout le monde et c'est enrichissant à tout point de vue. Vraiment. Du coup, engagez-vous. Engagez-vous qui disait. Engagez-vous. Et en vrai, au moins poser la question de la représentation du personnel dans votre entreprise. C'est un sujet qui est. Dites-vous que quand les dirigeants veulent l'animer, ils ont du mal à trouver des gens en face pour vouloir participer. Donc, on est toujours content d'avoir plus de dialogue social. Tout le monde est plus heureux quand il y a un bon dialogue social. Je pense est-ce que c'est ça qu'on peut retenir, le dialogue social, ça rend heureux ou l'absence de dialogue social empêche d'être heureux? Je ne sais pas si ça l'empêche, mais en tout cas, le dialogue social, ça participe au fait de rendre déjà les élus heureux de pouvoir participer et d'être dans le sens de défendre les collègues. C'est quand même noble comme action. Et puis quand les collègues viennent te voir et te disent ben, c'est super ce que vous avez fait. Alors attention, hein, tu reçois aussi des mails d'insultes, ça arrive. Mais quand les collègues viennent te voir pour te dire bah, c'est bien que vous ayez réussi à négocier ceci, cela, etc., bah, c'est gratifiant pour tout le monde. Il ne faut pas le prendre à titre individuel parce que souvent c'est une action collective et c'est agir pour le collectif. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'agir pour le collectif dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail de tout le monde. Et ça, c'est super gratifiant. Yoann, avant que tu partes, où est-ce qu'on te retrouve? Tu fais 20 000 trucs sur Internet. Par quoi on commence? Ouais, sur Twitter. Sur Twitter? Ouais, alors j'ai un vieux pseudo que je n'ai pas changé parce que ça fait 12 ans ou 13 ans que j'ai un compte Twitter, donc c'est YoYo38. Voilà. Sinon, je suis présent sur LinkedIn, Yoann Bernabeu, ou sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle Yoann Dev. Ouais, j'ai regardé une vidéo, c'est les hebdos, c'est ça? Ouais, je sors une vidéo tous les mardis à 18h où je fais une petite revue d'actu qui est construite de façon collective. En fait, j'ai lancé une petite plateforme où chacun peut soumettre des actualités qui l'ont marqué dans la semaine. Et j'en fais une petite vidéo le mardi à 18h où en 10 minutes, voilà, je balaye 10 actus que la communauté a proposées durant la semaine. Concrètement, j'ai écouté la dernière en faisant le petit déjeuner ce matin. J'ai passé crème. C'était très bien. C'est parfait, c'est parfait. Avec le café, c'est l'idée du truc. Tu te prends ton café. Ah, c'était le temps que je coule le café. Hein. Ah ben voilà. Non, mais oui, donc super. Et Tutomarx, c'est un projet auquel tu participes? Non, pas du tout, mais je trouve que c'est super ce qu'il a fait.
Ok. Je me rappelle des balbutiements au tout début où il a lancé sa plateforme. Je me rappelle plus son prénom. Et ouais, je relais systématiquement parce que c'était bien. Et lui, il relaie pas mal de monde aussi. Donc voilà. Mais non, je suis pas du tout à l'origine de ça, absolument pas. Mais je trouve que c'est une super plateforme. C'est une super initiative aussi, ouais. Carrément. Ah ouais, tout est cool. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit bientôt et du coup tu auras le micro bientôt. Je pense que c'est Cindy qui l'a et elle a prévu de l'envoyer. Elle a déjà l'étiquette. Elle a peut-être déjà posé au relais colis. Tu l'auras bientôt. C'est cool. Super. À bientôt. Impeccable. Merci. Allez, ciao. Au revoir. Bon alors dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de Johan? Est-ce qu'il y a des représentants du personnel ou des représentants syndicaux dans vos entreprises? Je veux savoir quel est votre témoignage. Merci Johan. C'est Smaïn, je pense que vous... Smaïn, elle aime bien faire des pull requests sur le projet GitHub de Johan. C'est une compétition en ce moment, c'est savoir qui fera le plus de pull requests chez Johan. Bon courage Johan, à bientôt. Yes. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris en cours de la conversation? Qu'est-ce que tu as pu retenir? Jessica nous dit qu'en dehors du CPF, il est parfois difficile de s'auto-former si on bosse déjà. Et Sofiane nous disait tout à l'heure, du coup, cherche un poste de développeur mobile React Native. Et il demande si on aurait des pistes. Et j'ai envie d'aller regarder les jobs sur Wheel of Devs. Hein. Les représentants du personnel, c'est cool. Et c'est pas des surhommes. Tout le monde peut le faire. N'hésitez pas à proposer, à vous renseigner, etc. Vous allez voir. Alors, React Native. Je trouve que le noise gate est pas assez fort aujourd'hui. Hop, on va le mettre un petit peu. Un petit peu plus fort, parce que sinon vous allez m'entendre manger mes bonbons et c'est affreux. Merci pour le sub, Lucas. Bienvenue à Keisushiro qui vient de rejoindre le chat. Comment ça va, Keisushiro? Alors, je regarde les annonces sur React Native. Alors là, on a un poste chez OnePoint. Un lead développeur mobile chez Bluesoft Group. Alors, Planet Oui, je pense qu'ils ont du React Native. Merci. Alors, oh, bah alors, on a toussé. C'est n'importe quoi. Même Twitch aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Le flux n'arrête pas de monter et descendre. Le serveur ingest de Twitch, ils n'ont pas encore digéré le down de Fastly hier, quoi. Bah ouais, en vrai, ça va. J'ai passé un bon moment avec Johan, c'était très intense. C'est Lucas qui veut utiliser Wheel of Devs pour chercher du taf. Ça donne envie d'être en chercheur d'emploi, Wheel of Devs. C'est un peu le projet quelque part. Ah, je vois, on a changé un petit peu la forme des cartes là. C'est pas désagréable. C'est plutôt beau. J'aime bien. Tac, et Planet Oui, est-ce qu'ils ont du React Native? Ouais, ils ont du React Native dans leur appli mobile. Bah en vrai c'est cool, n'hésite pas à créer un compte dès maintenant et tu pourras te créer un profil de développeur et l'optimiser. Martin il pourra t'aider à l'optimiser de manière générale. Hop, et un développeur full stack chez Planet Oui, est-ce qu'il fait du React Native aussi? Non, bon, écoute, vous dites, c'est bien qu'ils évitent d'avoir la liste de techno dans tous les sens. Ouais, ils cherchent quelqu'un qui soit un petit peu multipotentiel, quoi. Ah bah je sais pas, ça fait combien de temps que t'as pas regardé, mais oui, après il y a des changements réguliers, hein. Et la shadow, elle est énorme ici, c'est une tâche. Je pense que c'est parce que c'est Planet Oui, ils volent, tu vois, ils sont beaucoup trop hauts, Planet Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Hop,
Tac, dans cet article-là. Mais on a encore des soucis. Alors, dites-moi qu'il y a un crash de Cloudflare. Status. In status. Status page. Alors, c'est pas ça que je voulais, moi. Down detector. Ah, mais c'est le bordel encore aujourd'hui. Hein. Genre League of Legends est down. C'est... Et alors, tout le monde qui était chez Fastly a eu du down. Ah, je sais pas. Hein. Bon. En tout cas, l'article est chargé ici. Ben, je sais pas, parce que c'est pas forcément Amazon qui a bugué. Mais il y a pas mal de choses qui ont bugué. Bon, le podcast avec Cynthia, vous l'avez bien aimé. L'article de Marcy aussi. Le podcast avec Xavier Coma était très cool. On a eu le podcast avec Benoît Quantum juste avant. Le podcast avec Cynthia, si vous l'avez pas écouté, alors j'étais très content parce que sur YouTube, vous avez mis beaucoup de commentaires. Parce que je pense que beaucoup de gens connaissent Cynthia, elle aime bien. Quoi que 3 pouces bleus, mais de manière générale, vous avez été plus de 300-400 à écouter le podcast, donc je suis assez content. Non, je pense que c'est alternatif, je ne sais pas. Tac. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc le podcast avec Cynthia est cool. Cynthia, elle passe un très bon message parce qu'avant elle était infirmière en bloc et elle nous explique que infirmière en bloc, elle a eu l'impression de faire le tour du sujet et elle avait l'impression que infirmière en bloc, ouais c'est vrai, merci Lucas. Elle était infirmière en bloc et elle avait l'impression de pas apprendre forcément des choses tous les jours. Et là, sur ce podcast, elle explique que dans le métier de développeur, elle a des nouvelles choses tout le temps et elle est contente dès qu'elle accomplit des choses nouvelles. Genre, par exemple, elle a fait sa première appli en React Native et elle était très contente, elle était très satisfaite. Donc, ça, elle en était contente. Merci The Legend, je suis content que tu nous suives, c'est très chouette. Le podcast avec Kigorg, avec Philippe Charrière est fantastique. Effectivement, en plus, il dure 1h30, donc si tu l'as écouté, c'était vraiment très courageux. Le podcast avec Nicolas Ringer aussi. Nicolas est vraiment fantastique de bienveillance. Donc c'est vraiment un très bon podcast en vrai. Marcy a fait un article sur yes, le sub est là. Merci. Il te l'a offert, c'est Lucas. Merci Lucas. Lucas, je remettrai des subs en fin d'antenne pour rester top. Bah oui, dans les faits, on se situe comment maintenant? Je crois que vous connaissez l'amour des safe places. Donc Marcy, elle parle en fait des safe places de manière générale. De parler de bienveillance, de créer des espaces de conversation pour tous. Hop, pourquoi c'est un sujet important? Et la masculinité toxique. En vrai, il n'y a pas besoin d'être une femme pour trouver ça chiant. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur des groupes de travail commerciaux en dehors de We Love Devs, et il y avait beaucoup de compétition, mais il y a une différence entre ça, c'est de la compétition, et c'est de la masculinité toxique. Franchement, genre, le concours de taille me saoule, mais grave. Et merci, effectivement, Lucas, il est chaud, hein, il fait des abonnements cadeaux. Bientôt, on va pouvoir payer un salaire à plein temps avec Lucas. Tac. Tac. Alors,
Je suis la seule femme dans une équipe de gars et ça va en fait. En vrai, c'est pas parce que t'es la seule femme dans une équipe de gars que ça va pas. Ça va pas dès qu'il y a une personne qui a un mauvais comportement. Donc, tu peux être dans une équipe avec 120 gars et être la seule femme et les 120 gars sont safe et tout se passe bien. Il suffit d'une personne pour que ça devienne affreux parce que s'il y a une personne qui rend l'environnement un peu moins safe pour toi, un peu moins bienveillant pour toi, t'as tendance à penser que tous les autres sont malveillants aussi et c'est là où les choses sont troubles. Mais si tout est clair, tout est cool, c'est bien. En ce moment, en formation JS, je me demandais si les postes orientés back-end sont autant disponibles que ceux sur le front. Alors, il y a quand même beaucoup plus de gens qui font du back que du front et les clients ont même un peu de mal à trouver des gens qui aiment vraiment le back, qui ont envie de faire des machines à état, etc. Donc moi, ça me choque pas de dire je veux faire que du back ou je veux travailler en particulier sur le back, quoi. Bonjour Kainet, j'espère que tu vas bien et que tu as la patate. Hop, si vous avez vu le podcast avec... donc j'ai pas mis à l'écran l'article de Marcy, je suis un peu triste. Mais voilà, l'article de Marcy parle principalement d'inclusion, de diversité dans la tech, de la visibilité des LGBTQA et le fait de faire de créer des espaces de conversation ou de leur donner de la considération. Très très chouette. Hop, l'article le podcast avec Xavier Coma, où Xavier, donc c'est un développeur qui a vu comment l'agilité était utilisée dans les entreprises et qui a décidé de se spécialiser finalement sur le sujet, de devenir agiliste parce que l'agilité, ça peut être cool. Et donc Xavier vous en parle, il nous parle des dark patterns, il nous donne des définitions, on apprend des choses. Il a vraiment une bonne posture d'expert sur ce podcast. Bon, après, c'est une personne passionnante, hein, vraiment. La mise à jour de Java qui est disponible, ça intéresse qui? Personne. Ça va, merci, j'espère que toi aussi. Moi, j'ai la patate. Je commence à me rendre de moins en moins disponible, à être de plus en plus posé. Ça va être chouette. Tac, le podcast avec Benoît Gantom qui est fascinant. On parle de craft, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre pour de prendre une nouvelle posture dans sa carrière et commencer à maîtriser son métier. Donc c'est vraiment un podcast où on approfondit pas mal de choses, craft, TDD, XP, agilité, donc c'est très cool. Le baromètre des salaires, alors... Je pense que c'est le WordPress qui a des soucis de cache aujourd'hui. Tac, comment ça se passe? Le baromètre compile les données de 20 000 développeurs à la recherche d'un CDI en France. Hop, je vais vous montrer un petit peu ça. Si vous n'avez pas vu, par exemple, on peut chercher développeur JavaScript et là, on a tout de suite instantanément les résultats. On peut faire vraiment beaucoup de recherches et rapidement. Et vous voyez en fait à chaque fois le nombre de développeurs qui ont donné une intention de salaire sur We Love Devs et comment il l'a positionné, comment vous positionnez par rapport à cette prétention de salaire. Ça vous permet de vous dire, bah voilà, moi je suis plutôt médiocre. Aujourd'hui, j'ai une première expérience. Je veux faire... Kainet, il aime bien le PHP, il m'a dit oui, moi le PHP, je vais en faire toute ma vie, je vais faire que ça. Génial. Donc là, je l'ai eu sur le Next.js. Hop. Là, il y a 305 prétentions salariales pour des médiors et vous pouvez voir la courbe de répartition des salaires et voir un petit peu comment ça se positionne. Ah oui, on vous a envoyé le mail ce matin et je suis content que vous l'ayez reçu. Il était assez on était chaud. J'ai vu aussi passer des gens sur le Podia. J'ai vu que vous aviez cliqué pour Podia. Je suis très content que vous nous rejoigniez. Je vais essayer de faire une vidéo aujourd'hui. Ça dépend un petit peu de comment s'organise cette journée. Développeur web. Hop. Bon bref, vous pouvez enchaîner pas mal de recherches. Ça se passe très bien. Je vous ai écrit un article sur les OKR aussi parce que vu qu'on parlait de tout ça sur l'agilité, sur comment l'agilité est utilisée dans les entreprises, parce que l'agilité en fait rapidement ça sert à nous forcer à nous engager et ensuite on doit délivrer et on est en retard et ce n'était pas le projet. Baromètre Java Spring, c'est vrai que est-ce qu'on gagne plus quand on fait du Java ou quand on fait du Spring, Kainet? Tu as regardé ça? Et je me rappelle, en fait, donc du coup, j'explique que
En fait, c'est ça qui m'a étonné, c'est qu'aujourd'hui l'agilité c'est plus un sujet. C'est pour ça que j'en parle, parce que quand il y a quelques années, tout le monde voulait être agile. Genre les développeurs, ils voulaient bosser dans les boîtes agiles. Il y avait les boîtes qui avaient l'étiquette, le tampon agile, les boîtes qui l'avaient pas. Et ça a changé. Et je voulais savoir pourquoi. Et le fait qu'on travaille avec l'Agile et qu'on ait fait le podcast de l'Agile, je pense que vous l'avez vu. Tous les podcasts qu'on a fait avec Agile sont vraiment cool. En vrai, je devrais mettre un article pour qu'il soit à la une. Je vais faire ça. Mais bref, du coup, j'ai beaucoup réfléchi au sujet, surtout en faisant du montage, et je me suis rendu compte que voilà, quand on commence à faire de l'agilité, à faire le coût, la business value, à faire de l'agile au forfait, des estimations, etc. Tout ça à la fin, en fait, ça nous permet d'avoir un espèce des KPI de productivité, sauf que les KPI de productivité, ça ne nous aide pas à être heureux. Au contraire, ça nous aide juste à créer de la compétition entre deux équipes. Genre, l'équipe A, elle a fait 60 points de vélocité, l'équipe B, elle en a fait 50. Ça veut dire que l'équipe A, elle est meilleure. Ça nous aide pas. Ça nous aide pas du tout. Du coup, comment on peut faire sans les KPI de productivité? Et donc moi, quand j'étais en free, vous imaginez bien, l'article de Guillaume à fond pour la... Nos vies en dehors du boulot, on ne regarde que nous au final, mais ils sont difficiles de parler librement de vie avec ses collègues si on débarque dans une culture d'entreprise open, on a de la chance de bosser dans un domaine plutôt ouvert. Bref, commentaire Pride Month. What do you think? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est genre... on doit pouvoir parler de perso au bureau et on laisse pas qui on est au vestiaire, et on devrait pas avoir à se travestir quand on est au bureau, à essayer de rentrer dans le moule, etc. On est qui on est et on va au bureau comme ça. Et The Legend, tu as raison, c'est vraiment du faux management. Du coup, en freelance, en vrai, il y a que le chiffre d'affaires et le client, est-ce qu'il est satisfait? Donc, soit on facture de la régie. Moi, je facturais plutôt des régies temps. Comme ça, il y avait pas d'engagement sur le livrable. De toute façon, mes clients, ils n'avaient pas le temps de faire des cahiers des charges. Est-ce que les développeurs qui font des projets perso font des burn-down charts? Non, ils ne font pas ça. Ils regardent le nombre de visiteurs sur leur site web, ils regardent qui les utilise, ils regardent comment ça avance. On regarde les statistiques d'utilisation de nos projets open source, on regarde le nombre de téléchargements sur les projets open source. Bref, on regarde tout sauf la productivité, le temps passé, quoi. Et dans les projets entrepreneuriaux, c'est la même chose. On regarde, on cherche à savoir comment les gens nous ont découvert, on cherche à savoir toutes ces choses-là. Et on regarde le nombre de conversations sur We Love Days, on regarde le nombre de tickets sur le support, parce que s'il y en a trop, on va pas arriver à les gérer. Salut Dragon Zimax. Tu es arrivé tout à l'heure pendant l'interview de Johan, hein, je t'ai vu passer déjà tout à l'heure, tu as dit bonjour dans le chat. Bref, on fait tout sauf des KPI de productivité quand on a le choix de ne pas les faire, quoi. Et c'est vrai que c'est pas si facile, parce que des fois, t'es dans une entreprise, tu maintiens par exemple une API ou un produit logiciel, et le problème c'est que c'est une autre équipe qui l'utilise, qui est API de le faire. Donc on mesure un petit peu genre les taux d'erreur, etc. Mais on n'a pas trop envie. Oh mais non, mais c'est cool. T'as dit bonjour, je pouvais pas te répondre, mais j'étais content que t'aies dit bonjour pour l'interview. C'était cool, hein, Dragon Zimas. Puis au pire, tu dis bonjour au chat, hein, puis dans le chat ils peuvent te répondre bonjour et tout ça. Vous pouvez parler dans le chat pendant que je fais l'interview, hein. C'est complètement ok. Puis vous pouvez poser des questions, je les lis et je les pose à l'intervenant et tout. C'est une interview collaborative. On enregistre en direct, c'est des conditions réelles. Bref, on peut mesurer le nombre de requêtes, etc. Dans les commerces ou le retail, si vous proposez une API de substitution, vous pouvez chercher à réduire les pertes au niveau du panier, augmenter le panier moyen. Ça, c'est des KPI un peu indirects qu'on va essayer de mesurer. Et alors, il y a d'autres métiers où on a qu'une seule est sur Paris. Alors, en fait, il y a très peu d'annonces en stage sur We Love Days, parce que les clients, ils payent les emplacements d'annonces, et souvent, ils ont pas envie de faire, et puis même de manière générale, les entreprises n'aiment pas faire la publicité du fait qu'elles chargent les stagiaires, parce que par définition, les stagiaires, on devrait pas en avoir besoin, vu qu'ils sont pas censés travailler, donc c'est un peu mal vu de faire la publicité sur le fait que tu aies absolument besoin d'un stagiaire. On recrute pas un stagiaire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à contacter l'entreprise, même s'il n'y a pas d'annonce. C'est vraiment important.
Et sur Wheel of Dev, si tu as des candidatures spontanées, et les entreprises, elles peuvent les fermer si elles veulent pas de stagiaires. Donc, si ton profil Wheel of Dev, il y a marqué que tu es en recherche de stage, tu te feras bloquer ou tu ne verras pas le bouton de candidature spontanée sur les pages entreprises. Et ouais, The Legend and Dragon is Max. N'hésitez pas à échanger directement dans le chat. Alors du coup, on imagine les KPI de productivité. En vrai, dans le monde du recrutement, il y en a plein. C'est les KPI de performance d'un cabinet, donc le nombre de calls avec des clients, le nombre de calls avec des candidats, la durée des calls. Tous ces KPI-là de productivité, ils sont affreux et ils aboutissent pas forcément à des placements, mais ils poussent les recruteurs à faire un peu n'importe quoi, notamment vous laisser des messages vocaux super longs, etc. pour améliorer leurs statistiques, leurs performances. Mais ils sont pas très réalistes. PHP Symfony avec une pension en alternance si possible. Tac. Voilà, bon bref. Et pareil, dans le recrutement, imaginez qu'on leur demande de faire des estimations. Une fois un DevRel 5 avec 5 ans d'expérience qui vient de 5 jours par semaine ici. Combien de temps cela va prendre de le recruter? Vous savez, il y a un libre arbitre. C'est ça, je me suis marré. Il faut corrompre le libre arbitre des humains. On n'est pas dans le Seigneur des Armées. Des Anneaux. Alors pourquoi les KPI de productivité, c'est un dark pattern? À bientôt, Lucas. Xavier, dans le podcast, il en parle et il dit, il a mis en commentaire sur LinkedIn, le seul moment où on parle de prédiction dans le Scrum Guide, ça dit various practice exist to forecast progress, like burn downs, burn ups, cumulative flows, while proven useful, does not replace the importance of empiricism. In complex environment, what will happen is unknown. Le Scrum Guide, il veut pas que vous fassiez de prédiction. Le Scrum Guide, il veut pas que vous fassiez d'estimation. Il veut que le sprint soit réalisable et qu'à l'intérieur du sprint, on s'autogère. C'est tout. Et ce qui se passe, c'est que quand on pilote par la productivité, on permet pas aux gens de sortir la tête du guidon pour travailler sur des projets de fond. On bloque même l'amélioration continue. La capacité d'innovation, elle ne vient que des gens qui définissent les KPI. Ça n'a pas de sens, voilà. Bref. Alors que si on pilote par les résultats, vous avez la place d'innover, vous avez la place de prendre des initiatives, vous avez la place de chercher à améliorer durablement les résultats. Est-ce que c'est cool? On obtient des choses absurdes comme le présentéisme, les recruteurs qui laissent une ligne ouverte. Ça. Le manifeste agile. Alors, je l'ai mis directement parce que je me suis rendu compte que la majorité des gens le lisent pas. Même si je mettais un lien, vous auriez pas cliqué pour le voir. Donc, je l'ai mis directement. Individuals interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. Ça, c'est le manifeste agile by the book. Ok. Il a été signé par des millions de personnes. Et à aucun moment, les KPI de productivité, les vélocités, les délais sont mentionnés. Et si on préfère les interactions sur le processus et outils, pourquoi toutes ces cérémonies? Les cérémonies, à part si c'est un moment pour se retrouver et avoir des interactions entre des humains, c'est pas censé être un point de passage obligatoire ou un processus pour livrer du logiciel, les cérémonies. Les cérémonies, ça doit être des occasions d'avoir des interactions entre les humains. Et puis alors, à quel moment, genre si on nous dit on préfère les individus et les interactions plutôt que les processus et les tools, à quel moment on arrive à Save, quoi. Donc Save, si vous connaissez pas, c'est un truc que vendent les gros agilistes comme étant une solution, en fait, genre une espèce de framework d'entreprise taille méga gigantesque pour implémenter l'agilité dans le processus de l'entreprise. Enfin bref, c'est angoissant à crever parce que c'est quasiment une science du coup de gérer un projet. Les gens ils sont perdus comme à Walt Disney, quoi. C'est pas le projet. C'est vrai que la carte, elle fait un peu carte de Walt Disney. Je vais voir si on peut trouver la carte de Walt Disney. Carte Disneyland Paris. Ah, il y a ça quand même, hein. Carte Disneyland Paris, là, ouvre-moi là en grand. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ouais, il y a de ça, hein.
Moi, je trouve que ça fait un peu pareil, quoi. Enfin, tu te fais, oh man, too many things. Et c'est un peu le projet, hein. C'est de se dire, le but, c'est que le client, quand il voit ce schéma, il se dise, ah, mais en fait, j'ai pas tout ça, moi. Genre, il y a tellement de choses que je pourrais avoir en plus, et j'ai pas l'expertise pour le faire. J'ai besoin d'un expert pour mettre en place tout ça chez moi, tu vois. Et il achète, quoi. C'est fait pour vendre, pas pour rendre les gens heureux. Alors, Craftman, le manifeste Craft qui est venu après pour patcher l'agilité, c'est les développeurs qui reprennent le dessus et qui mettent la qualité du software en avant par rapport à avoir du software qui marche. Ils veulent ajouter de la valeur en plus, enfin être sûr de créer de la valeur et pas simplement être agile. On veut pas simplement changer tout le temps, on veut créer de la valeur et comprendre pourquoi on crée de la valeur. On valorise les interactions, mais on est avant tout une communauté de professionnels. On est censé avoir de la considération pour les uns pour les autres. Et enfin, on veut pas simplement de la collaboration avec le client, mais des partnerships productifs. Alors, vous voyez, le manifeste, il est vraiment créé de la même façon avec opposition gauche-droite, gauche-droite. Et voilà, ils expliquent que l'item de droite, c'est un item indispensable pour toucher l'item de gauche. Voilà, et c'est ça leur position. Voilà, et encore une fois, on veut créer de la valeur, pas respecter des délais ou livrer du logiciel dans les temps. Et alors, moi, ce que je comprends pas, c'est justement pas seulement les individualisations, mais aussi une communauté de professionnels. Si on est une communauté de professionnels, pourquoi est-ce qu'on a de l'élitisme dans nos métiers avec des gens qui proposent des jugements de valeur sur les autres? Ah, lui, il fait pas du bon code, c'est pas un bon développeur, lui, c'est un mauvais développeur. Les MOA font partie de la communauté de professionnels, les agilistes, les UX, les UI. En fait, à la fin, tant que vous contribuez au projet informatique et au fait que le projet crée de la valeur, vous faites partie de la communauté de professionnels. Et ostraciser une partie de cette communauté ou en mettre une sur un piédestal, moi, ça me paraît aberrant et contraire au manifeste Craft. C'est pour ça que du coup, je vous recommande de mettre en place les OKR. Et je vous explique bien sûr comment ça fonctionne, les OKR, et en quoi les OKR, c'est pas smart. J'explique comment définir. Donc les OKR, c'est une méthode qui s'appelle Objective and Key Results, et où vous fixez des objectifs qui sont pas quantifiables. Genre par exemple ici, une mise en position qui va plus vite qu'un espresso, c'est pas quantifiable parce que personne sait quelle est la vitesse d'un espresso exactement. On ne veut plus de crash en production, c'est un peu absurde, mais pourquoi pas. Améliorer le NPS final, utilisateur final. C'est-à-dire que celui-là, c'est un objectif qui peut pas être complet. Du coup, il est bien. Améliorer le NPS utilisateur final, c'est un objectif qui est pas forcément quantifiable parce qu'on n'a pas mis quel score en particulier dessus, ou des clients qui sont vraiment refaits. Voilà, vous pouvez avoir un truc encore un petit peu plus absurde. Augmenter le nombre de leads, vous avez peut-être un site marketing. Bref, tout ça, c'est... j'ai pris le dernier exemple pour le continuer ensuite. Voilà. Parce qu'il est un petit peu plus dur, parce que atteindre cet objectif, ça dépend pas que des devs, même si les devs y contribuent. Ensuite, on va se fixer des key results qui doivent être ambitieux. C'est-à-dire que si 100% des key results sont atteints, ça veut dire que les key results n'étaient pas assez ambitieux. Et on va considérer que l'objectif est atteint si 70% des key results sont atteints. Alors, une bonne technique pour trouver des key results, c'est de repartir des KPI liés à votre objectif. Donc, par exemple, la génération de leads, il y a le taux de booking, le nombre d'inscriptions de création de compte par jour, le temps de chargement des pages. On sait que tout ça, c'est lié plus ou moins à la génération des leads. Et aussi, il faut aller poser des questions aux utilisateurs. Donc là, si vous n'avez pas de flux de feedback utilisateur en continu, il faut en collecter. Et remercier toujours les utilisateurs d'avoir donner du feedback, parce que sans eux, vous pouvez pas faire des key results pertinents. Donc, par exemple, nous, on a des gens qui nous ont dit, j'ai vu le témoignage à l'inscription de telle personne, et ça m'a convaincu d'aller jusqu'au bout, j'ai bien aimé. D'autres personnes qui nous disent, moi, j'ai droppé la question 4 parce que je savais pas quoi répondre. Donc, on va peut-être changer le wording, modifier un peu le résultat pour que ce soit plus clair. Et des gens qui nous disent, je vous ai découvert en cherchant le mot-clé dans Google. À ce moment-là, on va chercher notre landing qui rank sur des requêtes identifiées. On va récolter 5 témoignages d'utilisateurs publiquement vérifiables, etc. Parce qu'on sait que ça va aider à générer plus de leads. Hop. Et on peut aussi commencer à faire des to-do. En l'occurrence, le placeholder sur la question 4.
c'est dans la to-do, quoi. Et on va pouvoir associer cette to-do à un key result qui est le taux de booking. Optimiser l'image pour améliorer le temps de chargement des pages, utiliser un CDN pour compenser la latence de WordPress. Ça, c'est des to-do qu'on peut associer au key result qui est mesurable de temps de chargement. Alors, mon image, elle est c'est... Hop. Voilà. Du coup, vous avez un objectif dans le temps, donc le Q3, d'accord? On essaie d'avoir un trimestriel, vos 3 objectifs, et pour chaque objectif, vous avez des key results, et pour chaque key result, vous avez des to-do à faire, optimisation des images, configurer un CDN, et vous avez des personnes qui sont responsables de chaque KPI. Alors, ça veut pas dire que c'est leur faute si le key result n'est pas atteint. Ça veut dire que c'est eux qui sont responsables de collecter, de le mesurer, de proposer des initiatives, chercher des actions, chercher des feedbacks, gérer la to-do, rajouter des choses dedans. Et on vous propose de récupérer notre template. Vous pouvez en faire une copie chez vous et utiliser cet objectif, ce tableau de pilotage pour mesurer votre avancement dans les carrières. Yes, j'ai fermé mon onglet. Alors, CTRL-MAJ-T. Hop, et on revient ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi c'est fantastique? Pourquoi c'est génial? Parce que l'équipe, ensuite, elle est autonome sur les actions à prendre. On sait où elle va. Vous pouvez rajouter une cérémonie là-dessus. Hein, si vous voulez, les cérémonies, on a dit que c'était pas le mal, mais le but, c'était que les cérémonies, ça nous aide à parler. Et ensuite, que vous soyez en Kanban ou en Scrum ou à l'arrache, ça fonctionne d'utiliser des OKR. Alors les OKR, c'est bien parce que ça met les spotlights sur les objectifs et sur les accomplissements de votre équipe, alors qu'on est souvent frustré sur ce qui ne marche pas de la part d'un projet en IT. Et c'est ça qui est plus difficile. Hop, délivrer plus facilement des objectifs pluridisciplinaires. Ben justement, en fait, ces objectifs-là, souvent, ils nécessitent l'intervention de gens qui ont plusieurs types de compétences différentes. Et là, en fait, vous allez pouvoir vous coordonner. Et tout le monde rajoute une branche, tout le monde est colibri, il rajoute un bout, quoi. C'est aussi très satisfaisant de tirer tous dans le même sens parce que si on n'a pas les objectifs clairs, on a tendance à vouloir tout le temps, comment expliquer? On a tendance à être frustré du travail qui est pas fait, et là du coup c'est surtout que tout le monde prend des initiatives pas tous dans le même sens et on n'atteint pas forcément les objectifs parce que en voulant atteindre un autre objectif, on a gêné l'atteinte d'un autre objectif. Donc là les initiatives elles vont toutes dans le même sens. Hop, la méthode OKR nous oblige à aller au-delà du code aussi. C'est du coup, si vous voulez définir des bons key results, vous êtes obligé de parler aux utilisateurs. Si vous avez un objectif qui ne dépend pas de vous, ça vous oblige à aller voir les gens qui dépendent de vos projets informatiques, etc. Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire ou quoi les différentes étapes par lesquelles vous passez, les différentes choses que vous avez pu vivre, etc. Ça m'intéresse de savoir si vous avez mis en place cette méthode. Bon, comment ça va le chat? Là, à cette heure-ci, en général, les gens ils commencent à partir pour manger. On a regardé la carte de Disneyland quand même. Twitch, ça secoue aujourd'hui. Hein. C'est pas très stable. C'est pas fou, folichon. Ouais, c'est ouf, la courbe de Twitch aujourd'hui, c'est des hula hoops. Vous avez dû avoir des belles baisses de FPS par moment. Ça devait être compliqué. Ok, alors, hop. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont partis manger, comme d'habitude à 12h30. Moi, je suis content d'avoir pu vous parler de l'article jusqu'au bout. La semaine prochaine, je sais pas si on se retrouve, mais on se retrouve. Ça va être chouette. Soyez des gens sympas. Le micro remonte en plein milieu de mon visage. Et continuez d'être gentils, amusez-vous bien, etc. Passez une bonne journée. À bientôt. Hop. Fin de broadcast.